bien, bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous pouvez me dire dans le chat si ça fonctionne bien au niveau du micro. Ça a l'air d'être bon. Je vérifie. Ok. Bon. J'espère que tout le monde va bien. Le début de semaine a été bon. On va essayer ce soir de continuer cette exploration du petit point d'accès routeur TP-Link. J'ai fait pas mal de modifs sur le setup. Vous allez pouvoir voir ça. J'ai aussi modifié la caméra pour faire les zooms au niveau des composants. Normalement, ce soir, on n'aura pas besoin de souder quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous rappeler un petit peu l'architecture du modèle en question. Si vous voulez, on peut se reconnecter dedans via le port UART. Et ce qu'on va faire après, on va tout simplement dumper le firmware que vous avez dans les proms et on va regarder un peu ce qu'il y a dans ce firmware là. Vous allez voir, ce firmware, il y a une partie qui est normale et une partie qui est chiffrée. Et puis on va aller regarder un petit peu de plus près comment on peut déchiffrer une partie importante. Il y a un fichier notamment qui est chiffré. Et puis on va aller essayer de trouver la clé avec Ghidra. Bon, je suis pas un expert de l'assembleur, mais je me suis pas mal documenté sur internet. Il y a des gens qui ont réussi à le faire. En fait, apparemment, tous les modems, enfin tous les routeurs sont flashés de la même manière et toutes les clés sont identiques. On va aussi essayer je vais vous montrer comment on peut faire une attaque brute force sur le compte admin qu'il y a par défaut sur la machine. Et puis voilà. Donc pour commencer, je vais vous présenter un peu le matériel. Hop, on va passer là. Vous avez vu, j'ai fait un super beau setup, hein, sauf que la caméra est à l'envers. Voilà, donc ce qui était important de voir, hop, la semaine dernière, on a vu qu'il y avait tous les... Voilà, avec ça c'est le plus simple. Donc là, je vais prendre un petit truc pour pouvoir vous montrer. Donc là, vous aviez les proms qui est là. C'est ce qu'on va connecter ce soir pour récupérer le firmware qui est dedans. Je vais vous montrer aussi les petits ports UART qu'on avait soudés la semaine dernière. Vous voyez, c'est ces ports-là. Vous avez vu, vous avez TX, RX, le ground et le VCC. Voilà. Après, on va aller directement là. Donc ça, c'est le SOC qui est un peu le microprocesseur de la machine. Et puis là, vous avez la mémoire, la RAM, c'est une petite SD-RAM qui doit faire, je ne sais plus, qui doit faire 4 mégas ou quelque chose comme ça. Dans les premiers, qui doit faire 32 mégas, pardon. Donc on va regarder, salut Rancune, on va regarder un peu plus près comment ça se passe. Bon, alors, on avait vu la semaine dernière que pour se connecter dans la machine et récupérer un shell, on utilisait le port UART. L'UART, je vous rappelle, c'est un protocole série asynchrone et on utilisait un FTDI pour le connecter en USB et récupérer directement depuis notre Linux un shell et pour le coup un shell en admin en route. Ce qu'on va faire là, c'est un petit peu plus... C'est différent parce qu'en fait, on va aller chercher directement ce qu'il y a dans les proms là, dans ce chip là, directement. Je vais mettre comme ça, vous allez me voir discuter. Hop, voilà. On va aller directement chercher ce qu'il y a dans il y a mon Stream Deck qui se casse la gueule. On va directement aller chercher ce qu'il y a dans les proms. Donc pour aller chercher dans les proms, il y a plusieurs solutions. Soit on va directement récupérer tout le file system qui est une fois qu'on est connecté et on pipe ça pour faire une archive. Deuxième solution, sous Linux, vous pouvez avoir plusieurs... j'ai des soucis de son.
Est-ce que le son c'est bon, ceux qui sont dans le chat là? Hein? On a l'impression que c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ok, ouais, c'est good, c'est ok. Et merci pour le first time chat de 0x56, 546F4D. Ok, ok Willy 50, merci. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Donc soit on récupère le shell et en fait au niveau des devices qui sont vus dans le système, on a des MTD je crois et on peut dumper ces MTD là. Mais ce qu'on va faire là c'est beaucoup plus simple. On va utiliser cette bête là. Hop, je sais pas si vous voyez. On va utiliser une pince comme ça. Hop, qu'on va brancher directement sur le chip et quelque chose comme ça. C'est ce qu'on appelle un CH41A qui va vous permettre, via un logiciel sous Linux qui s'appelle FlashROM, d'aller dumper l'intégralité de l'EPROM. Donc évidemment ça se fait parce qu'on va alimenter l'EPROM pour aller chercher ce qu'il y a dedans. Et on va générer un fichier qui va être tout le contenu de l'EPROM sous Linux. Donc pour ce faire, c'est pas bien compliqué, il faut juste que je me plante pas de côté. Hop, comme ça. Donc vous avez une pince qui vient directement se brancher, qui vient se brancher directement, hop, sur le chip. Normalement, c'est bon. Je sais pas si vous voyez ce que j'ai fait. Hop, voilà, c'est branché comme ça, de ce côté-là, de l'autre côté, et vous voyez. En fait, on vient se brancher, de se plugger dessus. Bon, après, il y a la nappe qui est connectée sur l'adaptateur que vous voyez sans doute. Je vais peut-être le mettre là sur l'établi directement. Donc vous voyez la nappe qui est branchée là et qui vient se connecter dans le petit boîtier. Ça c'est pareil, c'est des petits modules. Ça vaut, je crois, 6,50 € sur AliExpress. Ça coûte rien, c'est du consommable. C'est comme le FTDI. Je crois que le FTDI et ça doit être un peu le même chipset, je crois, de mémoire. Il y en a, enfin, c'est pas exactement le même, mais c'est dans la même famille. Donc, on va retourner sur sous Linux, hop, et on va aller utiliser un logiciel qui s'appelle FlashBIOS, FlashROM, pardon. Je vais prendre ma petite anti-sèche. Voilà, FlashROM, là. Donc on va lui spécifier qu'on a un programmeur de type CH341A. Et je vous ai pas dit un truc, évidemment, c'est que le protocole qu'on va aller utiliser à travers ce module-là, c'est le protocole SPI, qui est aussi un protocole série. On peut aller vite fait voir. On peut aller vite fait voir le protocole SPI, ce que ça donne. Protocole SPI. La liaison SPI de Wikipédia. Top. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, si ça va. Est un bus de données série synchrone, baptisé ainsi par Motorola dans les années 80. Donc souvent, enfin ceux qui font de l'Arduino ou des choses comme ça, vous connaissez bien ces quatre ports là, parce qu'en fait en UART on utilisait deux ports. Là on utilise quatre ports. Un port d'horloge, un port master output slave input, c'est-à-dire qu'on sort du maître et on rentre dans l'esclave. Le MISO, c'est le master input et le slave output, c'est-à-dire que c'est l'inverse. Et le slave select, c'est pour savoir sur quel
sur quel périphérique on va se connecter, parce qu'en fait, on peut avoir plusieurs périphériques en SPI. Vous voyez là, hop, on choisit les différents périphériques sur lesquels se connecter. Après, il y a tout le détail. Les SPI, vous allez les retrouver. Qu'est-ce que je vais utiliser moi? Sur les petits écrans LCD que vous pouvez mettre sur les Raspberry. Alors, il y a plein de choses, hein. C'est archi courant. Donc, pour aller dumper notre firmware, on va utiliser FlashROM. On va lui spécifier qu'on utilise le CH341A en SPI. Et puis, on va écrire ça dans un fichier qui s'appelle firmware. .bin. Voilà. Et il veut pas. Qu'est-ce qu'il me dit? No EEPROM flash device found. Ok. On va le rebrancher. Est-ce que j'ai bien mis mon port numéro 1? Ouais. Voilà. C'est parti. Donc il nous dit qu'il a trouvé un chip qui est un EN25QH32. On peut aller jeter un œil le temps que ça se donne, c'est un petit peu long. Hop. J'ai coupé le... Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est une 32 mégas serial flash memory avec 4 kilobits de secteur, qui marche entre 2,7 et 1. Elle est compatible SPI. Bonsoir Rogue. Bon, général description, vous voyez le facteur de forme, le branchement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, ça c'est... Bon, vous avez tout le détail de la mémoire à l'intérieur. Vous avez le SPI mode avec le CS, la clock et les deux différentes communications, etc., etc., etc. Bon, alors maintenant, bon, notre flash ROM a fait son boulot. Il a trouvé qu'il y avait 4 mégas. On a récupéré tout ce qu'il fallait. Donc on se retrouve avec un fichier hop, qui fait 4 mégas. Bon, on va me dire qu'est-ce qu'on fait de ce fichier-là. On a un utilitaire sous Linux qui s'appelle Binwalk. Binwalk, lui, son job, ça va aller de regarder à l'intérieur d'un fichier binaire s'il ne peut pas trouver des signatures pour essayer d'en déduire le contenu de ce fichier-là. Alors vous allez voir, c'est vachement bien foutu. Parce que si on lance Binwalk sur notre firmware, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit quoi? Que dans ce fichier-là, on a 3 emplacements, 3 partitions. On a une première partition qui nous sert à faire le boot. Le boot, ça sert à démarrer la machine. Après, on a tout un tas de données compressées qui servent après à booter la machine. Et après, ce qui va nous intéresser pour le coup, on a un squash FS. Squash FS, c'est là que vous allez retrouver tout votre file system du Linux embarqué sur lequel on s'était connecté l'autre coup. D'accord? Bon. Donc ce qu'on va faire, on va lui demander d'extraire le contenu de ce fichier-là. Et il va nous créer, il va nous exploser le fichier, et puis il va nous, tout simplement, nous créer l'arborescence, nous créer retrouver les fichiers compressés, etc., etc. Vous allez voir. Donc j'ai toujours mon firmware.bin qui est là. Bonsoir Ibos. Mon firmware.bin qui est là, et puis j'ai mon firmware.bin extracted. On va aller voir dedans. Hop.
Donc j'ai mon fichier de SquashFS, j'ai ma zone de fichiers compressés, et surtout j'ai mon arborescence SquashFS. Et si vous vous rappelez bien, on a un bin, un dev, etc, lib, linuxrc, tout ce qui va bien pour pouvoir faire tourner un noyau Linux en mémoire et tout le file system qui est derrière. Et voilà, je peux même vous montrer si vous voulez. On va aller voir dans Web par exemple. Et dans Web, vous avez tous les fichiers qui servent à l'interface web d'administration de la machine. Bon, jusque là, tout va bien. On va aller voir dans ETC ce qui se passe. Dans ETC, vous avez plusieurs trucs intéressants. En fouinant et en regardant sur Internet, on a deux choses qui nous imposent. On a un password.back. Dans le password.back, on a quoi? Notre fameux compte admin, et puis on a notre mot de passe qui est chiffré en MD5. Mais on l'a pas. Donc ce qu'on va faire. Alors là, n'oubliez pas que le shell, là, il est sur ma machine. On n'est plus connecté dans le routeur, on est connecté sur ma machine. C'est-à-dire que tout ce que je lance là, il a fallu que j'installe John the Ripper, il a fallu que j'installe Beanwalk, il a fallu que j'installe FlashROM, etc., etc. Mais tout ça, c'est dans les dépôts classiques, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Et on va lancer John sur placewd.back. Euh, euh, no password left to crack. Ah oui, d'accord, c'est parce que j'ai déjà craqué tout à l'heure. Euh, euh, je ne sais plus comment on fait pour forcer. Et quelqu'un, c'est dans le chat, pour le forcer à recasser le truc. Des 5. Regarde dans la doc de Jones qui nous dit déjà un jeune.rec. C'est quelque chose comme ça. Le fichier pot. Je vois que le chat il fonctionne. Ça c'est pas mal.
cherche mon file system où est john.pot. Ok, c'est ça, Rancune, t'as raison. Route.john.pot. Ok. Point John. Point pot. Tac. On va le lancer. Et bing. Bon. C'était rapide à casser. Donc qu'est-ce qu'il a fait? On a lancé John sur le fichier passwd.back. Vous voulez que je vous fasse juste un rappel dans passwd.back. Donc vous avez le nom d'utilisateur, le mot de passe chiffré, son numéro d'UID, son numéro de groupe, son petit nom et son shell. Et et son home-dir. Donc, on a lancé le fichier, il a reconnu que c'était un fichier type passwd, et donc il a lancé un brute force sur le compte admin, du hash comme ça, et ce hash là, c'est 1, 2, 3, 4 comme mot de passe. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Oui, ça va. C'était le mot de passe par défaut de la machine quand elle sort de la boîte. Ou quand on la reset. Bon. Voilà. Tout ça c'est fait. Bon. Dans cette ETC là, il y a un autre truc que je voulais vous montrer. Vous avez un fichier qui est chiffré. Ce fichier-là, c'est le fichier default.config, c'est le fichier que vous avez dans les proms et qui contient toutes les informations de configuration du routeur. Il est chiffré et force est de constater qu'il y a une moulinette pour chiffrer ce fichier-là. Ce fichier s'appelle defaultconfig.xml. Quand on le regarde, effectivement, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Donc si on veut regarder un peu comment ce fichier-là il est généré, on va faire ça. On va faire un grep. On va faire un grep rw à partir de la racine. Voilà. C'est du fichier qui va pointer sur default.config. Bon. Il dit que c'est un fichier binaire et que dans libcmm.so, on a quelque chose qui pointe vers ce fichier-là. Dans cette librairie-là, on a... En fait, c'est cette librairie-là qui va permettre de générer le fichier chiffré. Pour regarder comment la librairie fonctionne, en fait, j'ai regardé à gauche à droite. Il y a un truc que j'avais déjà utilisé mais il y a assez longtemps, qui s'appelle Ghidra. Ghidra, ça va être un désassembleur. Hop, bonsoir, Jacques Choumax. Un désassembleur dans lequel on va lui donner un fichier et il va regarder un peu comment le fichier soit est compilé et il va nous sortir
il va nous désassembler pour nous sortir tout le code assembleur, les différents links qu'on a dedans, et, euh, et puis on va pouvoir regarder comment ce fichier chiffré est généré, et voir s'il n'y a pas la clé de déchiffrement qui serait par hasard là-dedans. Alors, j'ai été téléchargé. Tac. J'ai téléchargé Ghidra, hop, et puis on va lancer Ghidra. Parce qu'il y en a dans le chat là qui ont déjà utilisé Ghidra. Ah, je vais vous mettre là. Voilà. Fichier, on va se faire un nouveau projet qu'on va appeler EP2. Hop. Tac. Hop, c'est pas comme ça qu'on va faire. Fichier. Fichier. Bah, je renvoie celui que j'ai déjà fait. Bon. J'aurais bien voulu vous montrer ce que ça donne. Là. Je peux pas faire un nouveau. Je peux pas faire un nouveau projet. Je vais fermer celui-là. Hey Dazman. Là, si je vais faire un nouveau projet. Nouveau projet. Share. Hop. P2. Finish. Là. Est-ce que je sélectionne mon chien? D'accord. Importe un fichier. Voilà, c'est ça. Et donc, on va aller chercher cette fameuse librairie qui est libcm. Voilà. Donc, il voit que c'est une librairie en ELF, le langage du MIPS en 32 bits, le programme name, et puis on va le faire digérer par Ghidra. Lance l'analyse, ok. Bon. Donc là, nous avons tout le détail du fichier avec tout l'assembleur qui va bien. Ça me rappelle un peu léger et certains lives avec notre ami Emile. Hop, donc là ça continue de tourner, il est en train de résoudre tous les liens, les symboles et compagnie. Et c'est bon. Donc, on va rechercher dans tout config.xml, voir s'il y a des entrées dans la librairie qui appellent quelque chose en défaut de config.xml.
Ça prend un peu de temps, et puis la machine elle est pas bien. Elle est de moins en moins vaillante. C'est pas ça. Voilà. Hop. Pourquoi ma machine? Bah oui, Daz, hein, je suis pas bon à faire autre chose que de l'informatique. Donc le but, ça va être de retrouver l'appel de la fonction qui chiffre les informations. Je crois que c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Le DM decrypt file. Donc dans ce DM decrypt file là, on a copie de données que l'on retrouve là, et on va copier dans AUStack 40 les données qui sont dans date 008 c'est 80 00 et les 8 octets je crois qui sont derrière. On va arrêter si je raconte des conneries énormes, mais voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait là vous voyez que il va appeler plusieurs paramètres 1 2 3 4 et ce stack là qui est rappelé là, et on copie les données qui sont à cette adresse là dans la valeur. Dans la valeur, si on va chercher là, dans cette valeur là, si on prend les 8 qui sont derrière, on a 47, 8D, A5, 0F, F9, E3, D2 et CB. Je vérifie que je raconte une bêtise. D2, CB, c'est ça. Et en fait, ça, ces valeurs-là, là, la deuxième colonne, ça va être notre clé de déchiffrement pour aller taper le fichier, tout simplement. Donc pour aller taper ce fichier-là, après vous allez me dire, une fois qu'on a la clé, qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est pas si compliqué que ça. Une commande. Vous connaissez tous. On va, on va retourner. On va retourner. C'est pas le coucher, c'est l'autre. Tac. Voilà. On va retourner à l'endroit où on avait décompressé notre firmware. Hop. Dans Squash FS. Toc. Dans notre TC. Toc. Et on a toujours notre défaut de config là en XML qui est chiffré. Pardon. Et on va essayer de le déchiffrer avec OpenSSL. Hop, je vais reprendre bien.
j'organise. Là. Je vais reprendre. Commande, c'est ça. Tac. Voilà, qu'on appelle OpenSSL. L'encodage, c'est du DES-ECB. La clé, c'est voilà 47.8DA. 47.8DA 50. FF 9 E3 D2 CB. Le fichier en input c'est défaut de config.xml et en fichier de sortie ce sera défaut de config déchiffré.xml. Voilà. Et si on regarde chiffré. Donc on se retrouve avec le fichier de configuration, avec évidemment toutes les données en clair et toutes les valeurs par défaut. Parce qu'en fait il était reseté avant. Bonsoir Matt 94. Les LAN, etc. Vous avez même les adresses, la config du serveur DHCP, l'adresse IP du routeur, etc. Parce que je peux continuer de faire. Il faut que je retrouve comment je l'ai fait. Hop, dans les imports, external, système, ça doit être là-dedans. Système. En fait, vous allez retrouver toutes les commandes système. Si c'est là. C'est pas là. Il y a un truc qui était vraiment intéressant. C'était comment si c'est là, sense, décrypte, tous les appels de système que vous avez, je les retrouve. En fait, quand vous rajoutez par exemple des règles dans le firewalling dans la stack IP et au niveau de l'interface, vous avez effectivement tout un tas de commandes qui sont envoyées au Linux et je voulais les montrer. Ça c'est le système classique. Voilà. C'est pas ça. Une fonction. C'est pas ça. La fonction call tree. Ah si, c'est ça que je voulais. Fonction call tree.
système. Ah, si, elles sont. Ouais. Voilà, c'est ça. Outil d'exécution par le système. Et par exemple, qu'est-ce qu'on avait d'intéressant? Celle-là. Regardez. En fait, dans les exécutions système, vous avez les commandes directement qui sont passées dans le système, avec la vraie commande IP-table, etc. Classiquement. Tout là. Hop, PNP. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Input table stock, table stock, scripting. C'est un chmod. Regardez, ça c'est mignon aussi ça. chmod 777 var tmp dconf rc footer footnote recover jump table. C'est magnifique. Hop, bon bah ça c'est bon pour Ghidra. Et ben c'est bien, ça a été un peu plus vite que prévu. Bon, qu'est-ce qu'on va faire pour la... Alors si, il y a quelque chose que je voulais montrer aussi en même temps. On va aller chercher sur le site du constructeur. Et vous allez voir, donc c'est un WRN, c'est un TP-Link. Sur le site de TP-Link, tac. Ouais, 777 c'est la vie. De Spain, non, je suis de France. États-Unis, Europe, France, tac. Ok. Non, c'est pas ça. Support. Téléchargement. Et nous, c'est un W, je ne sais plus le nom. Un TL-WR841N. TL. Non, pardon. Aussi TL-WR841N. Un TL, un attaque. Le voilà. Les firmware. Les firmware sont là. On a une révision, c'est la V14. Je crois que c'est marqué. C'était pas marqué dessus. Si regardez, je vais vous montrer quand même. Hop. C'est bien une V14. Voilà. Et donc on va télécharger le firmware du constructeur. Tac. Il est où? Il est là. Je vais copier où il faut. Hop, là. Et je vais le mettre où il faut là. Fixe là. Tac. On va pouvoir aller regarder ce qu'il y a dans l'archive du firmware. Hop. Il est là. J'avais déjà décompressé. Je vais me faire un autre truc.
pour éviter que ça nous casse les pieds. Hop, voilà. Je vais faire un caractère du TL. Toc. Voilà. Donc notre firmware il est là. Je vais télécharger. C'est ce qu'on télécharge directement depuis le constructeur. Faire un MV, je vais le renommer parce qu'après ça va nous casser les pieds. Firmware. .zip. Tac. On va dézipper ce firmware là. Hop, qu'est-ce que ça nous a donné? Un fichier bin qui est là. Tac. Et ce qu'on va faire, bah, du coup, on va faire un binwalk dessus. Tac. Regardez bien, dans le firmware qu'on télécharge chez le constructeur, on a exactement la même chose que le firmware qu'on a dumpé tout à l'heure directement avec en SPI avec notre CH341. Voilà. Donc, je voulais vous montrer que ce qu'on télécharge chez les constructeurs et ce qu'on a dumpé dans le firmware, c'est rigoureusement la même chose. Voilà pour ça pour aujourd'hui sur la partie technique. Comment on peut continuer? Alors, il y en a qui ont fait des modifs de firmware qui les ont directement envoyés. Je vois pas trop l'intérêt. Modifier la MAC adresse, des choses comme ça. Je vois pas trop l'intérêt. Ce que je suis en train de regarder là, si c'est possible de démarrer soit un autre Linux ou soit un petit bout de BSD ou quelque chose comme ça. En fait, ce qu'on a comme information, je vais vous montrer, je vais vous reprendre le datasheet. Le datasheet du SOC. Et dans le datasheet du SOC, on sait que c'est un MT. Hop, voilà. Si on va chez nos copains de NetBSD, on voit qu'on a un support pour le MIPS du Mediatek MT 628. Maintenant, la question que je me pose, non, j'ai pas encore eu le temps, on peut essayer de les faire hein, si vous voulez. Les périphériques qui sont sur la carte mère ou sur la rancune, ce qu'on peut avoir accès comme sur les périphériques de la carte mère. Ce que je me pose comme question, en fait, souvent vous avez des distributions comme des DWRT ou des choses comme ça. En fait, c'est un autre firmware qu'on réécrit dans les proms et puis et ça supprime l'ancien firmware, ça rajoute le nouveau firmware, et en fait, on a le boot et puis on passe sur un. Ok, ok, regardez. Et on boot un autre système avec des choses comme ça. Moi, ce qui m'aurait intéressé, concrètement, ça serait de regarder si on peut booter un NetBSD. Alors moi, je suis pas assez bon en NetBSD et compagnie pour entrer dedans.
Euh, En fait, ce que je me dis, euh, si je comprends bien, le support de MIPS, si on a une distribution MIPS, euh, ça doit être ça. Ouais, tu vois, en fait, en fait, je regarde, c'est pas si évident que ça. Il y a rien qui me paraît super simple en fait. Il y a donc il y a tout un tas de hardware qui est, tu vois, on les voit là. Hop, j'ai l'impression qu'on n'est pas référencé. Autre chose, tous les autres districts que j'ai trouvés moi pour Linux, ils sont pas supportés pour la version 14 la révision 14 du hardware. Donc c'est un peu enquiquinant parce qu'on aurait pu booter un autre Linux pour regarder comment c'est fait et à la limite essayer de retravailler là-dessus. Donc j'ai pas de bol. Euh, Ce que j'arrive pas quand même, ce qui est bizarre, c'est Smart Nain, tu vois. Ouais, OpenWRT a une version, mais pour la version 13 et pas pour la version 14. En fait, c'est ça le truc. Mediatek. Ah, on en revient là. Si, hop, hop, si je fais ça, Ipscover, Fornet BSD 8, en fait, je vois pas trop. Pas de support for Mediatek MT7628. Bah, c'est ce qu'on a. 7628. Ips SCO. Ah, c'est pas clair pour moi cette histoire. Je sais pas. Il va falloir que je creuse parce que j'ai du mal à voir. En fait, j'imagine que il nous faudrait un fichier avec tout le découpage qui va bien et on pourra lui coller dedans. On va lui coller dedans et voir comment ça réagit. Et pour l'instant, j'ai pas le quart ou la queue de piste pour aller dans ce sens-là. Donc je sais pas si ça vous. Oui, aussi on peut. Le message de sous Linux, tu parles. Ouais. Attends, on va le faire. Tac. Bon, je coupe ça. On va le faire. Je vais vous mettre la. Tac. Enlever ça. Hop, hop. TX. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Ouais, ça c'est bon. On va mettre le TX sur le RX. On va mettre le RX sur le TX. On va prendre le ground. On va le mettre où il faut. On va brancher ça là. On va lui mettre du jus. Voilà. On va se lancer un script. Slash et je vais vous envoyer sur le Linux. Je sais pas si vous voyez.
Hop. Je vais lui mettre du réseau. Voilà. Je vais lui mettre du réseau. Je vais lui mettre une PETH. Je vais killer le process 174. Je crois que c'est ça. Tac. Ok. Config. DR0. 155, on va vérifier que ça ping bien. 176, ça ping bien. Et peut-être que dans mon BusyBox, je vais faire tftp-g-r box.pixel sur 188 167 c'est pas ça, c'est ça. TFTP Mipsel BusyBox. Pourquoi il ne veut pas? Je suis devant lui. Je suis planté dedans. Ah bah voilà. Ok. Hop. C'est quoi le truc? Hop.
sur le dessus du paramètre pour envoyer le fichier. Tac, c'est ça. Ok, c'est bon. Il est arrivé chez moi. Voilà. Hop. Hop, chez moi. J'ai un trou, c'est bien. Voilà. Hop. Faire hop, TFTP. P sur 192.10.176. Ouais, il est fait mon fichier, il est là. Si tu veux voir, hop. Et ça serait plus facile de... Ah, si on fait comme ça, hop. Voilà, hop. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une CPU, hop, un CPU version, un MIPS 24 cassé. On va se faire un petit truc avec des notes. D'accord. Bah, attends, on va faire un truc. Hop, à ça. Enfin, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Alors, je vais prendre un peu de temps si vous voulez regarder le fichier en même temps. Si tu veux jeter un œil, recule. Je sais pas si tu vois bien. Il y a toujours un délai assez hallucinant en fait, hein. Je comprends pourquoi tu es toujours à moitié en stress quand tu poses une question. Ah ok. Non bah c'est pas grave. Non, ce que je peux faire à la limite, c'est que je récupère le fichier et je vais le balancer dans un pad et puis ceux que ça intéresse, je vous enverrai. Je mettrai sur Twitter l'adresse du pad ou je sais pas comment je vais faire pour qu'on puisse regarder. En fait, l'idée, ouais, c'est tout simple. C'est de voir si déjà un bout de district qui pourrait tourner dessus, et puis qu'on creuse un petit peu dans ce sens-là. À mon avis, il y a quand même pas grand-chose sous le capot, mais on a un peu de mémoire. On a un peu de mémoire, on a de la RAM, on a du réseau, on a à peu près tout ce qu'il faut pour que ça run. Et vu sur quoi ça run NetBSD, ça devrait pouvoir rouler tranquillement. Concernant je vais me mettre avec ma trogne. Concernant les interfaces, ce que je vais essayer de voir, j'ai pas réussi à trouver le schéma de la carte mère. Mais maintenant que j'ai un bon microscope, je vais essayer de regarder en fonction de ce que je vous montrais l'autre jour. Hop, c'est où dans le datasheet? Essayer de retrouver sur le datasheet, par exemple USB host, retrouver les pistes qui vont se connecter sur les bons ports de l'USB host, vérifier comment ça fonctionne. Euh, j'ai un petit truc magique. Ah, tu crois que c'est tout dedans? Parce que j'ai vu qu'il y avait des pads sur lesquels on pouvait aller chercher l'USB, tu vois, tout ça là. USB VRT, tout ça. Pour voir si on pouvait pas brancher un port USB dessus, aussi bêtement que ça. Et regarder au moins avec le Linux qu'il y a dedans, voir si ça réagit ou si ça réagit pas. Sachant que normalement, ce que je disais, je devrais recevoir demain. Euh, je sais plus le nom de ce que j'ai commandé, avec des points, on va aller prendre des points sur les cartes, et puis regarder comment ça fonctionne, sans être obligé de souder des sous. Enfin, je pense que je vais refaire une piste, je vais aller gratter une piste, voir où ça va, et puis je vais faire des points dessus pour éviter de tout déglinguer, parce qu'en fait, sur les autres routeurs euh, que j'ai fait, donc j'ai réussi quand même à finir par souder le truc. Il y en a un que j'ai complètement éclaté, et un autre, il est mort. Euh, Donc voilà, donc ce que je fais, le message, je le fous dans un pad, je vous le poste, et moi, en attendant, pour pas le live de mercredi prochain parce qu'il n'y en aura pas, samedi là, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, le Sunspeak. Oui, c'est ça, le Sunspeak. Le live de samedi, ça va être quoi? En tant que bon papa, je me suis engagé à bricoler un truc pour mon fiston, à savoir mettre un Arduino dans la trottinette avec un accéléromètre, faut pas rigoler, hein, qui ira piloter un petit player de fichiers MP3 qui sera que là. Je pense que chez la famille des Picsou, on a quand même des idées de ouf. Je vais vous montrer que c'est pas ça. Il ira alimenter. Non, c'est pas ça non plus. C'est pas ça. Je sais pas où je l'ai foutu. Voilà, c'est ça. L'accéléromètre ira informer
à l'Arduino qu'il est en train d'accélérer, qu'il est en train de ralentir, et en fonction qu'on accélère ou qu'on ralentisse, on ira jouer un fichier MP3 qui est dans la carte SD, qui ira sortir en audio, qui sera amplifié avec ce machin-là, et qui sera envoyé sur un haut-parleur au niveau de la trottinette. J'y ai trouvé un très bon cas d'école pour intéresser un adolescent à l'Arduino. En fait, il a vu sur, il a vu sur, comment ça s'appelle? Il a vu sur, je crois que c'est TikTok, un mec qui bricole, un Indien ou un machin qui fait des bricolages sur des vélos électriques qui bricolent avec des pauvres batteries de bagnole. Et en fait, il voulait avoir un bruit de moto. Et donc, il a commencé à bricoler un truc comme ça. Et donc, la version normale, c'est il appuie sur un bouton quand il démarre pour jouer un son. Et ce que je me suis dit, bah écoute, quand on va démarrer, on va pas appuyer sur un bouton, on va faire en sorte que l'accéléromètre, ouais, c'est sur TikTok, Munch. Que l'accéléromètre détecte qu'on accélère, qu'il envoie l'info à l'Arduino, que l'Arduino demande à jouer tel son, et puis quand on décélère, on fera un magnifique bruit de je sais pas quoi. Euh, et puis voilà. Donc, bon, on n'y voyait pas un intérêt quelconque pour les sons des trottinettes et compagnie, mais j'ai trouvé ça assez rigolo. J'ai un peu bossé le code. Le code pour jouer les sons, il est fait. Je vais récupérer un bout de code que j'avais fait il y a très longtemps de mesure d'accéléromètre d'Arduino pour un projet que j'avais fait pour des colliers qu'on mettait sur des vaches pour enregistrer les mouvements des vaches pendant un certain temps et qui permettait après de passer ça dans une IA et couplé avec des caméras de mesurer les mouvements des bêtes dans un élevage en particulier et d'en déduire si dans un élevage bio ou dans un élevage classique, euh, si les bêtes étaient plus énervées, moins énervées, et compagnie. Voilà, donc je vais récupérer le code source de ça, c'est pas bien compliqué. Et puis normalement, samedi soir, on aura sur l'établi, sur la breadboard, tout, tout le montage qui fonctionne correctement. Et ça sera prêt à être intégré au dimanche matin dans l'atelier. Voilà. Sachant que du coup, le petit bonhomme sera avec moi samedi. Et puis on va faire un petit peu d'Arduino. Et puis voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah écoutez, pas grand-chose. Donc ouais, la semaine prochaine, je suis pas là, mercredi. Et donc du coup, pour le samedi d'après, est-ce qu'on aura des LED? Alors les LED, euh, le jeune homme a eu quelques problèmes avec la marée chaussée concernant les LED, donc il s'est fait engueuler à cause des LED qui font trop. En fait, il avait une rampe de LED qui clignotait et en fait, il s'est fait arrêter par nos amis les flics et il s'est fait pourrir parce que un phare, deux phares, c'est obligatoire, mais les LED sur le côté pour faire discothèque, ça marche pas. Ils en veulent pas. Donc on n'a pas cherché midi 14h. La seule chose qu'on pourrait éventuellement faire, ça serait remettre des rampes de LED rouges, 100% rouges. Alors, je sais pas si c'est des LED multicolores, donc on pourrait les piloter. Je crois que c'est du. C'est quoi les LED? C'est du SPI, je crois. On pourrait éventuellement piloter les LED soit à gauche, soit à droite, en fonction de l'accéléromètre, comment il détecte si on va à gauche ou à droite. Un bout du. Oui, c'est ça, c'est clair. Euh... Voilà, pas de commentaires, les gars. Donc voilà, donc samedi prochain on fait ça. Mercredi prochain, je suis avec Yannick, avec Munch.
pas très loin, mais assez loin quand même. Et donc pour samedi, je vous poste le des messages et puis ça serait peut-être bien qu'on trouve un petit BSD qui pourrait nous filer un coup de main. J'ai bien quelqu'un en tête. Je vais voir si je peux l'inviter ou si les horaires ça correspond avec le très très gros décalage horaire qu'il aurait. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'ai pas eu beaucoup de temps pour le préparer. On avance tout doucement. Je vous remercie tous d'avoir été là. Je vous souhaite une très très bonne nuit. On est quoi? Mercredi. Euh, on est mercredi. Bonne fin de semaine. Reposez-vous bien. Je vous embrasse tous et à plus tard. Ciao.